Il y a des projets qui vont bien. Il y en a d'autres, ça se complique. On ne sait pas ce qui se passe. On dirait qu'il n'y a rien qui va comme on veut. On sent que ça est en train de déraper. Aujourd'hui, on a un podcast qui n'est pas comme les autres, à Vers l'avenir. On a un invité spécial qui fait un métier différent, Marc-Olivier Houd. Il va venir vraiment nous présenter comment on peut être un expert en enveloppe du bâtiment. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Vincent. J'aimerais ça que tu nous présentes. Tu te présentes, puis nous présentes un peu c'est quoi ton métier. Premièrement, merci pour l'introduction. Belle introduction. Je m'appelle Marc-Olivier Houd. Je travaille pour WSP dans la division Sciences du bâtiment. Je suis le directeur de la division. Ça fait maintenant environ 17 ans que je travaille exclusivement en enveloppe ou en sciences du bâtiment. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, on parle de toiture, murs, fenêtres, murs, rideaux, fondations, vraiment la coquille extérieure des bâtiments. Puis, au fil des années, je me suis spécialisé principalement en fenestration, d'où pourquoi on s'est rencontrés récemment. Et j'ai eu la chance de travailler sur des très, très beaux projets, des très gros projets. J'ai eu la chance de voir des belles réalisations. J'ai eu la chance, malheureusement, de voir aussi des choses qui vont un petit peu moins bien. Mais on apprend à travers de tout ça, puis je suis très, très content de partager maintenant mon expertise avec les gens. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Là, on va dire, comme on dit, souvent, on va choisir le métier de pompier, policier, mais Ouais. un spécialiste en sciences du bâtiment, c'est pas un métier commun, fait que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. On s'est parlé un peu avant l'entrevue, puis la première affaire que tu m'as dit, c'est « Moi, il m'appelle quand tout va mal. » Ça m'a fait vraiment rire. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi ton rôle dans un projet, puis comment ça fonctionne. À quel moment idéal faudrait qu'on t'appelle? Bon, c'est sûr que dans un projet, quand on m'appelle quand ça va mal, c'est souvent un peu trop tard. Idéalement, j'aime mieux qu'on m'appelle un peu d'avance. Mais dans le meilleur scénario possible, on m'appelle quand on est à la phase conception, pour on va parler de bâtiments neufs, là, par exemple, en construction. On m'appelle le plus tôt possible pour aider les équipes de conception, faire du coaching, de l'encadrement technique, pour orienter certaines décisions stratégiques en cours de projet. Le risque, c'est que si jamais j'arrive ultimement plus tard ou ce que le chantier est commencé, bien là, il y a un risque qu'on ait pris des moins bonnes tangentes, qu'on doive corriger, réaligner le tir. Puis des fois, c'est pas toujours plaisant. Des fois, ça peut être même douloureux là, à certains niveaux, que ce soit au niveau planification, échéancier, budget. Donc, le plus tôt possible est le mieux. Puis il faut comprendre que c'est vraiment une approche qui est intégrée dans l'équipe de conception. Je viens bonifier ce qu'un architecte peut venir apporter sur un projet, là. Ça me fait rire parce que tu dis le mot délai. Déjà là, on entend que plus que tu vas arriver tard, plus que les délais vont exploser. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est possible. Idéalement, non. Tu m'as parlé tantôt vraiment d'une image qui m'a vraiment plu là, sur comment tu voyais ta job, comment tu voyais ton approche face à un problème. Explique-moi ça un peu. En fait, parce que j'ai plusieurs chapeaux que je peux porter. Puis cet exemple-là que je t'ai donné découle du fait que j'ai dû expliquer à un certain moment à mes enfants c'était quoi le travail de papa. Puis il y avait de la misère. Au début, je patinais un peu. Puis il y avait de la misère à comprendre exactement c'est quoi. Puis j'ai fait un parallèle qui m'a suivi. Puis honnêtement, je trouve que l'image est quand même bonne par rapport à la médecine. Parce que quand on arrive sur un nœud technique, on doit diagnostiquer, c'est d'entrée de jeu, on doit comprendre la problématique, on doit diagnostiquer dans le but de poser un certain, ou donner des recommandations ou poser un certain plan de match. Donc, j'ai donné un exemple à mes enfants que j'étais comme un docteur des bâtiments qui répare les bâtiments brisés. Bon, ça m'a suivi un peu, je me suis fait un petit peu niaiser avec ça, mais je trouve que l'image est quand même bonne. Puis, c'est sans prétention, là, on s'entend. Là, je ne suis pas du tout docteur du tout dans la vie. Là. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une dose c'est quand même très technique. Là. Il y a une dose quand même importante là, de savoir à véhiculer dans les projets. Donc oui, c'est juste. Tu me parlais vraiment d'un protocole qui était toujours un peu la même façon de travailler ça. Là. Oui, c'est sûr que quand tu arrives sur des projets, l'objectif, c'est que tu rouvres pas la porte à grands coups de pied. Là. Tu veux y aller tranquillement. Tu veux comprendre le projet. Tu veux surtout t'imprégner des décisions qui ont été prises dans le passé. Tu veux comprendre les orientations stratégiques. L'objectif, mon objectif principal sur les projets, c'est de toujours conserver les intentions conceptuelles. Toujours, dans la mesure du possible. Okay, c'est sûr que si à la base, il y a quelque chose qui est moins adapté, il va falloir rectifier le tir, mais l'objectif, c'est de toujours bonifier. Fait que si, exemple, l'architecte a décidé de faire tel concept architectural, on va bonifier parce qu'il y a des raisons. Est-ce que c'est une raison d'une décision avec le client? Est-ce que c'est une raison patrimoniale, design, permis, des choses comme ça? Fait qu'on ne veut pas tout chambouler. Donc, pour moi, ça, c'est le modus operandi. On conserve le plus possible le concept de base de l'architecte. Tout en
gardant quelque chose d'intelligent qui va fonctionner. C'est ça que je comprends. Fonctionner court, moyen, long terme. T'sais, on s'entend, il y a différents niveaux de performance. Je vais toujours avoir des commentaires, par exemple, qui sont axés sur la performance à court terme. Puis il y en a qui vont être vraiment axés sur la durabilité, même l'entretien. Des futurs accès, par exemple, pour les travaux d'entretien, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Là. C'est, par exemple, si on vient tout cacher, puis que le jour qu'on a besoin de changer une membrane, par exemple, puis qu'on doit démonter 50% du mur, le design est peut-être moins adapté là, à ce niveau-là. Sur le coup, il va fonctionner, mais sauf qu'il va quasiment devenir immuable, on ne pourra plus y toucher. Là. Exactement. Puis ça dépend. Si ton client, par exemple, veut opérer le bâtiment ou c'est juste un promoteur qui veut le vendre, il faut que tu penses qu'un jour, il y a des gens qui vont devoir faire cet entretien-là. Par exemple, une corporation de condos, ils n'auront pas nécessairement les finances super développées pour aller changer 50% du mur. Donc, il y a des décisions stratégiques et intelligentes à faire en début de projet, pendant le design. C'est quand même spécial. Je vais m'en aller à une place qui m'intéresse beaucoup. C'est est-ce que tu es là seulement dans des bâtiments qui sont neufs ou bien comment tu vois les bâtiments existants? Parce qu'on a déjà un parc au Québec qui est là. On prend l'île de Montréal, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de bâtiments. Comment tu vois les bâtiments existants aujourd'hui? En fait, j'aime beaucoup ta question parce qu'avec les années, moi, ce que j'ai plaisir à faire, c'est de travailler sur des bâtiments existants, d'y aller avec des projets de revitalisation. Des bâtiments neufs, c'est correct. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Là. J'ai des collègues qui font ça aussi à l'interne, mais quand on vient revitaliser, revaloriser l'existant, là, on tombe dans un avenue un peu plus tricky, là, si je peux me permettre l'anglicisme. Puis, pour moi, c'est ce qui est stimulant. Parce qu'il y a différentes époques de construction au Québec, il y a différentes techniques qui ont été employées au Québec. Elles ne sont pas toutes bonnes, il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres, mais on doit revitaliser, revaloriser les bâtiments existants parce que c'est impossible de toujours simplement dire on va reconstruire du neuf, on va démolir pour reconstruire du neuf. Il y a un très, très gros parc immobilier au Québec, principalement à Montréal aussi, des années 50, 60, 70. Ces bâtiments-là, ils arrivent à un moment charnière dans leur cycle de vie où on doit leur donner un petit peu d'amour. Puis on est là maintenant. Puis pour moi, une orientation de dire on va simplement démolir parce que c'est plus facile, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis il y a aussi toute la notion environnementale à considérer. Donc, pour moi, l'existant, c'est, à mon avis, le prochain marché à développer là, au Québec. Là. En même temps, j'ai comme l'impression que nos grands-parents, c'était toujours essayer de revitaliser ce qui existait déjà, ce qu'il y avait. Puis par la suite, ça s'est comme un peu perdu. Puis on est devenu dans une mode du jetable pour à peu près tout. On est rendu même nos autos, on est sur le bord de plus réparer. Selon toi, là, c'est quoi un peu cette tendance-là? Est-ce que c'est vers la fin? Est-ce qu'au contraire, ça s'accélère? L'idée du jetable dans le bâtiment, là. J'ose croire qu'on est vers la fin. Oh! J'ose croire. Puis je travaille très, très fort pour changer cette façon de penser-là. Parce que, tu sais, il faut aussi combiner cette façon de penser-là à tout ce qui est les initiatives environnementales. Tu sais, la construction jetable a un coût environnemental quand même important. Puis là, je ne vais pas faire un speech environnemental, c'est pas ça l'objectif. Mais il y a aussi, on n'a pas le choix de le considérer. L'autre chose que j'ai vu qui était là avant, qui est un peu moins présent maintenant, c'est la facilité. Les gens visaient la facilité, puis on récupérait toujours les mêmes détails, les mêmes procédures, parce que c'était plus facile, c'était plus rapide. Maintenant, il y a des initiatives qui sont mises de l'avant, puis les gens ont tendance à sortir un peu des sentiers battus, ce qui est intéressant, mais ça l'amène à l'autre complexité. Mais le marché, je pense, qui est apte et mûr à attaquer ce genre de complexité-là, puis on devrait le faire. Tu sais, on a fait des beaux projets, j'ai fait des beaux projets de revitalisation de bâtiments à Montréal, dont une tour 100% mur rideau. C'est faisable, on est capable d'atteindre des super belles performances par rapport à ça. Donc, on doit préparer le marché pour attaquer ce segment. Ce que j'entends, c'est que tu vois un potentiel au vieux bâtiment qui a des fois 40 ans, 50 ans. C'est quoi le potentiel que tu vois qui est encore bon et qui va nous amener à avoir les mêmes performances qu'un bâtiment neuf? En fait, il faut le voir en deux volets. Le volet esthétique, il y a des limitations. Là. On s'entend qu'on ne pourra pas 100% faire du neuf avec du vieux. Là. Il y a des limitations si on veut conserver des items. Mais si on prend un exemple très, très simple, l'aluminium, c'est intemporel, ou presque. Si l'aluminium est en bon état, on peut le récupérer. Il faut juste comprendre c'est quoi les limites du concept du produit à la base, mais on peut le récupérer. On peut venir bonifier aussi le système, mais on ne fera pas du neuf avec du vieux. Ça, il faut sortir ça déjà d'entrée de jeu là, comme mentalité. Puis au niveau des performances, oui, il y a manière optimisée. Si on est capable d'aller chercher un niveau similaire à du neuf, tant mieux, mais ça ne devrait pas être une obligation d'entrée de jeu. Parce qu'encore une fois, on va jouer avec une conception de base. Si à la base, par exemple, le mur rideau ou la fenêtre, elle avait une conception, on va dire, moyenne ou inférieure,
bon, on n'en fera pas une Cadillac ou une Formule 1 après avoir fait les travaux. Il faut juste être conscient des limites du produit. Là. Ouais. Ça me vient à une question qui me vient, qui est sur l'instant. C'est vraiment le concept de dire, là, on voudrait essayer d'en récupérer le plus possible, mais en même temps, on est un promoteur, puis là, nous autres, on va faire affaire avec des gens qui sont habitués de nous vendre tout le temps du neuf. Ça va être quoi ton implication pour un peu amener ces gens-là à te faire des propositions dans de la récupération, dans quelque chose de l'existant, comme on dit? Là? En fait, dans l'industrie, ce qui est le fun, puis on le voit de plus en plus, c'est que là, maintenant, les manufacturiers veulent changer leur mentalité. Ils vont développer des produits qui peuvent être incorporés dans un système existant pour le bonifier. Ce qu'on voyait dans le passé, c'est qu'il y avait des belles initiatives. Au niveau de la commercialisation, c'était plus difficile parce que le prix était assez dispendieux, la disponibilité était difficile pour le marché nord-américain. Maintenant, c'est en voie de changer. Il y a encore des limitations, là, mais ça va mieux. Puis les décideurs ou les concepteurs ou même les clients veulent attaquer un sentier qui est moins débroussaillé, on va le dire comme ça. Puis à cause qu'ils ont des initiatives gouvernementales de réduction de carbone, réduction d'empreintes écologiques, des choses comme ça, récupération de matériel, ces initiatives-là vont nous aider. L'économie de l'énergie, c'est plus difficile parce que notre énergie ne coûte pas cher encore à ce jour, mais il y a d'autres initiatives qu'on peut miser. Ouais, parce qu'il faut se comparer. Là, si on s'en va juste aux États-Unis, c'est déjà le double d'énergie. Fait exact. C'est plus les mêmes facteurs. Là. Puis toi, concrètement, tu vas faire quoi pour amener les équipes à aller justement à puiser là-dedans? Là? Ça va être quoi ton travail pour les aider à améliorer, là, si on veut, l'offre? Là? OK. Bon, c'est sûr qu'avec les années d'expérience que j'ai, puis avec les différents projets que j'ai faits, j'ai eu la chance de voir pas mal toutes les techniques de construction dans les 70 dernières années au niveau de la fenestration. Fait que mon rôle en partant, c'est que si les gens veulent récupérer un bâtiment existant, c'est de vulgariser et leur faire comprendre le fonctionnement de base du produit, les limitations, les éléments positifs, négatifs, puis qu'est-ce qui devrait être conservé, qu'est-ce qui devrait être remplacé. Autrement dit, on fait ça simple, d'évaluer le potentiel de conservation ou de revitalisation. Ça, c'est d'entrée de jeu. Avant même de partir en soumission, on va aller voir, comme on dit. Là, exact. Avant d'envoyer ça sur le marché. Là. Puis les meilleurs projets, c'est que si le client m'appelle, par exemple, mettons, je voudrais faire un projet de revitalisation avec un bâtiment existant, qu'est-ce que tu en penses? Ça se sauve-tu, cette enveloppe-là, ou ça se sauve pas? Fait que là, on embarque avec soit en amont de l'architecte ou avec l'architecte pour déterminer le patient, je vais faire un autre comparatif avec la médecine, le patient, on peut-tu le sauver ou faut malheureusement le déploguer? Si on peut le sauver, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi pas la cure, mais c'est quoi les médicaments qu'on doit lui donner? Là? Donc, tout ça doit être développé rapidement. Puis des fois, on va se rendre compte que c'est possible sur papier, mais c'est extrêmement complexe d'arriver à un niveau satisfaisant. Fait qu'il y a une visite de chantier à faire avant même de peut-être démolir un peu certaines sections pour aller voir l'enveloppe existante, là, pour comprendre. Là. Oui, puis tu sais, il faut inspecter, il faut diagnostiquer, il faut ouvrir le système, il faut le comprendre. Si on a les dessins d'atelier d'origine, c'est encore mieux. Malheureusement, on n'a pratiquement jamais cette chance-là. Fait qu'il faut être un petit peu polyvalent. Puis des fois, on doit recréer le système. Puis pour valider c'est quoi ses performances, on peut faire des tests au niveau du système pour voir c'est quoi ses performances air, eau, structurales, des choses comme ça, thermiques. Puis une fois qu'on a bien documenté le modèle de base, comment on est capable de l'améliorer? C'est quoi les différentes alternatives? Il n'y en a jamais une, il y en a plusieurs. Là, maintenant, on va choisir selon différents gradients, mettons, de budget. Est-ce qu'on vise, mettons, le niveau bronze, argent, or, platine? Il y a différents scénarios, il n'y a jamais un seul scénario. Autant dans le neuf que dans la revalorisation. Exact. Mais ça, c'était le meilleur scénario. Oui. Non, c'est quoi le pire scénario quand il t'appelle? Là? La place qu'il faudrait même plus qu'il y ait ton nom, tellement que ça va pas bien. Bien, c'est sûr que si on m'appelle puis que le chantier est en cours puis on me dit « Marc-Olivier, viens faire un petit tour, tu sais, j'ai des questions. » Oh boy, ça commence. C'est jamais bon signe. Fait que là, mettons, si j'arrive sur un chantier puis que 70 % de l'enveloppe est complétée, puis que finalement, il y a des enjeux techniques importants, que ce soit au niveau de l'exécution, conceptuelle, planification, c'est jamais le bon moment. Fait que là, après ça, tu arrives avec une approche, trouvons pas nécessairement le meilleur scénario, trouvons le moins pire des scénarios. Bien, on a vu tantôt sur l'heure du dîner un peu ton côté professionnel qui ne voulait pas nous donner de nom, mais il nous a quand même montré des photos d'un scénario qui était une catastrophe. Puis, écoute, comme ceux qui connaissent ça, il manquait juste les caps. Là. Tout le reste était installé, tout le reste était fait. Puis, il n'y a plus rien à faire là, à un moment donné. Ça se me trompe-tu ou ça arrive des fois que tu peux juste plus recommencer?
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, j'essaie toujours de tracer une ligne. Quand j'arrive sur des projets comme ça, surtout quand on sont très avancés en chantier, mon objectif principal, c'est essayons de perturber le moins possible le déroulement de chantier. Ça, pour moi, c'est ce que j'arrive avec comme prémisse. Puis, bon, tout dépendamment de ce que je vais trouver, là, des fois, bon, ça se modifie un petit peu. Là. Puis là, après ça, j'essaie de vraiment prendre le pouls. Puis des fois, c'est. Des fois, tu dis au gars, allez faire les vestibules. Là, je pense qu'on Ouais. on va aller travailler en haut du autres. Oui, bien, c'est ça. J'ai eu la chance, entre parenthèses, et le malheur, entre parenthèses, de voir des jobs un peu tout croche, là, comme on dit. Là. C'est sûr que d'un point de vue technique puis d'un point de vue formation, on apprend beaucoup comme ça, mais d'un point de vue humain, c'est triste parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait cet ouvrage-là. Donc, c'est plus difficile, mais il faut toujours essayer de conserver le maximum possible. Donc, l'exemple que je t'ai parlé, là, c'est extrême. Là, on s'en sortira pas. Là. Lui, c'est pas mon seul. Lui, on va devoir recommencer, mais si je comprends bien, ce n'est pas toujours ça. Il y a des fois qu'il y a moyen de modifier certains aspects pour reviser puis compléter l'ouvrage correctement. Là. Exact. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, ça va toujours vite. T'sais, les dessins d'atelier, les dessins d'architecture, l'exécution, des fois, ça part rapidement. Puis, il peut y avoir des items qui tombent entre deux chaises. Ça l'arrive. Sauf que souvent, on s'en rend compte au chantier quand le gars il arrive pour le poser puis il dit « Ouais, mais là, il manque de viande, je ne sais pas. » Puis là, des fois, il essaie de faire de l'improvisation. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais ça peut être dommageable sur un projet. Surtout si le détail se répète des centaines ou des milliers de fois. Là, des fois, c'est mieux de prendre un petit time-out, un step-back, puis d'y réfléchir ou de lever le flag puis d'aller chercher la bonne personne. Ça, c'est un bon timing quand même. Là. C'est sûr que nous autres, on peut vous dire des fois que ce détail-là qui se répète des milliers de fois n'a même jamais été pensé. C'est possible. Je pense qu'il y a des vitriers ou certains professionnels qui ont un peu passé droite là, ce vendredi-là, puis sont allés à la pêche. Là. Oui, c'est pas tous des jobs du vendredi après-midi, là, mettons. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Quand même, c'est des enjeux qui sont pas. Ils doivent pas toujours être simples pour toi d'arriver là-dessus puis de répondre à la personne que là, on est tard. Là. Ben, avec le temps, bon, j'ai amélioré mon tact, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est pas évident parce que, tu sais, des fois, au final, ce que tu fais, c'est que tu vas confronter les gens à des erreurs. Tu sais, puis ils vont s'en rendre compte qu'ils auraient dû l'attraper avant. Mais en bout de ligne, moi, mon objectif, c'est pas de dire, tu sais, toi, telle personne, t'as manqué tel truc. C'est comment pouvons-nous corriger cette situation-là dans la meilleure possibilité, ça, c'est si possible, ou sinon, selon le moins pire des scénarios. Ouais. Et là, l'objectif, c'est que moi, je vais leur donner, puis pour chaque problématique, il y a toujours au minimum 2 ou 3, ou peut-être plus, là, solutions. Elles ne sont pas toutes bonnes, mais l'objectif, c'est de dire à ton client ou à l'équipe de conception, voici tel scénario, mettons sur papier, il n'est pas possible pour telle raison. Ou il est possible, mais voici les enjeux potentiels qu'on va retrouver. Fait que là, tu fais ça pour chaque exercice, puis souvent, en présentant cet éventail-là, tout le monde va orienter leur vision vers le scénario qui devrait être sélectionné. C'est pas moi qui va l'imposer, c'est qu'il y a une bifurcation, on va dire, naturelle vers ce scénario-là. Puis des fois, c'est comme je dis, c'est pas le meilleur scénario, c'est le moins pire. C'est lui qui va faire le moins mal, là. Oui, si on est trop avancé. Ouais. Mais là, nous autres, chez RG, on voit quand même souvent, on est quand même placé dans une position où le projet n'est pas encore fait, on est en conception de dessin, puis nous, on sait que le détail ne fonctionne pas. Le client le sait, mais on dirait qu'il n'est pas capable d'exprimer pourquoi, puis encore moins d'arriver avec une belle proposition, puis surtout de vendre son point. Parce que là, souvent, on sait le concept. Là, il a déjà donné un prix, puis là, il faut qu'il aille se rebattre pour faire la bonne conception, mais que c'est plus le même prix. Fait que, comment tu peux les aider, là, un peu les clients, un petit peu à se défendre de ces conceptions de marde-là? Excusez le terme. Là, mais... C'est correct, c'est ton terme. Moi, je ne l'utiliserai pas, mais c'est correct. mais en fait, vous avez le beau jeu parce que vous travaillez, vous êtes à même l'élaboration des dessins d'atelier. À cette étape-là, je dirais, il y a peut-être 90% des boulettes qui peuvent être attrapées. On va dire ça comme ça. Le reste, 10%, c'est de la coordination, peut-être de l'alignement, chantier, des choses comme ça peut arriver. Maintenant, c'est sûr que, je l'ai souvent entendu, des gens qui me disent « Ah, je le savais que c'était bizarre, mais il me manquait les mots ou le savoir ou les outils technologiques pour le prouver. » Je vais donner le meilleur exemple de la condensation. Ah. C'est abstrait, mais en même temps, c'est très concret. Fait que, si tu sais que tel détail, il va condenser parce que tu l'as vu sur un projet, mais que tu n'as pas les mots ou les outils ou la façon de l'exprimer à l'architecte pour lui dire, il faudrait changer le détail. Mais là, moi, je peux venir puis je peux arriver avec ces compléments d'informations-là. On peut faire des modélisations thermiques à l'interne. Je peux démontrer avec des photos, avec des études de cas, des choses comme ça. Mais là, moi, je peux venir bonifier avec le bon langage parce que, sciences du bâtiment, ça le dit, il y a énormément de sciences
qui est relative à l'enveloppe. Donc, là-dessus, je peux venir bonifier. Fait que c'est vraiment ça que ça marche. C'est sûr que la plupart des gens vont être d'accord avec moi en disant que la plupart des problèmes qui arrivent en chantier, c'est souvent une installation qui n'est pas bonne, qui a été mal faite par des ouvriers qui ne savaient pas comment l'installer. Cependant, quand tu arrives et tu as une mauvaise conception, c'est plus rare, mais ça devient une catastrophe au niveau financier parce que souvent, la job est à recommencer au complet. Puis là, si on est sur une job de plusieurs étages avec des équipements, avec des dates, tout devient l'enfer. Là. Fait que c'est ces conceptions-là qu'il faut vous rattrapiez bien avant qu'on commence à en fabriquer. Oui, puis tu as raison. Tu sais, oui, il y a des, mettons, les problématiques d'installation, d'exécution. On va mettre ça dans la catégorie, c'est relativement simple. OK? Ce que moi, je vois, c'est pas tant au niveau de la conception du produit, c'est quand on vient dénaturer le produit. C'est qu'à la base, on a un bon produit, on va le mettre dans des dispositions que c'est pas optimal. Tu sais, il va pas nécessairement bien performer ou, en bon québécois, on va étirer l'élastique au maximum. Puis là, on va atteindre un niveau où, écoute, la marge d'erreur est extrêmement fine entre ça marche puis ça marche plus. Ça, je le vois souvent. Mais il faut comprendre, c'est le matériel à la base, c'est quoi notre marge de manœuvre. Il faut que le manufacturier soit outillé et apte à te dire mon produit est bon dans telle circonstance et non pas seulement te dire mon produit c'est le meilleur au monde. C'est pas vrai. Chaque produit, il y a des limitations, il faut les comprendre. Donc, malheureusement, je le vois souvent. Puis quand dans ces situations-là, on appelle le manufacturier pour dire qu'est-ce que tu en penses? Bien, automatiquement, il me dit ben là, on a poussé la limite au max. Là, ça ne marchera pas parce qu'il n'est pas testé ou il n'est pas conçu de cette façon-là. Là. On a un exemple qui me vient en tête de fenêtres qu'on a achetées que le manufacturier les avait testées jusqu'à 48 pouces, puis nous autres, le trou avec 49,5. Je vais la faire pareil. Il y a juste un pouce, mais 6 mois plus tard, la fenêtre s'était affaissée, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis cette espèce de petite limite-là, ça va passer, mais à un moment donné, on prend des risques. Puis surtout quand on multiplie, quand on a des tours, quand on a des grands buildings, ça devient vite un moment donné, une réalité qu'on se rend compte tard parce que c'est installé. Puis il y a des gens qui sont déjà des fois dans le building là, quand les gens s'en rendent compte. Oui, ça, c'est le pire des scénarios. Là. Ça, c'est sûr. Là, il faut tout recommencer. Ouais. Marc-Olivier, il y a quelque chose qui est quand même un bout important puis pas si simple que ça à régler. C'est tous les problèmes de bruit en enveloppe de bâtiment, dans des murs rideaux. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi ton implication là-dedans? Bon, c'est sûr que j'aime beaucoup, comme j'expliquais, j'aime beaucoup diagnostiquer. J'aime vraiment les choses qui sont spéciales, dont par exemple des problèmes de bruit. Dernièrement, j'ai eu la chance de travailler avec ce qu'on appelle des caméras acoustiques. C'est pas super connu dans le domaine. Au sein de WSP, on a des acousticiens, donc on est capable d'aller chercher cet apport-là. Puis essentiellement, tout le monde a déjà entendu parler des bruits qui est causé par dilatation-contraction sur du mur rideau. Il y en a qu'à un certain niveau de décibels, c'est acceptable. À d'autres niveaux, on tombe dans la catégorie que c'est pas acceptable. Puis ça peut être causé par panoplie d'items, l'installation, les types d'ancrage, une panoplie d'items. Et quand on arrive pour diagnostiquer, c'est toujours compliqué. Ce genre de projet-là, moi, j'adore ça parce que là, on sort vraiment des sentiers battus. Puis, pour les diagnostiquer, il faut comprendre d'où vient le bruit. Puis là, dans le passé, on a testé différentes technologies. Il y en a une qui s'appelle des accéléromètres, qui est des sensors qu'on vient coller sur, on va dire, un échantillon de mur rideau. Puis il va y avoir différents sensors à différents endroits. Ça va finir comme une toile d'araignée. Puis l'objectif des accéléromètres, c'est de quantifier les vibrations comme un peu ce qu'un sismographe va faire pour des tremblements de terre. Sur papier, ça peut fonctionner, sauf que c'est extrêmement difficile parce que là, il faut que tu ailles le point à la bonne place pour enregistrer la bonne vibration. C'est faisable, mais c'est compliqué. Ce qu'on a essayé récemment, c'est des caméras acoustiques. Ça ressemble un peu à des caméras infrarouges, pour ceux qui connaissent, mais essentiellement, on va regarder l'échantillon, puis on va enregistrer en temps continu. Puis quand il va avoir l'impact ou le bruit, on va le voir apparaître exactement dans la bonne localisation avec la force, le niveau de décibels. Puis ensuite, ça va nous dire, parfait, le bruit vient, exemple, du stack joint. On va aller jouer là, au lieu de se pitcher un peu partout pour aller voir où ça vient du manchon ou de la connexion verticale horizontale. Donc, c'est vraiment un très, très bel outil. Puis, dans le marché, il n'y en a pratiquement pas qui l'offrent. Puis ça, c'est vraiment le fun comme projet. Là. Est-ce que je me trompe? Quand tu fais ces genres de tests-là, ça va dépendre de la journée aussi. On est l'hiver, on est l'été, il fait soleil. Oui. Qu'est-ce que tu as à faire dans ça? Il faut que tu reviennes pour trouver la bonne journée. Est-ce que ça arrive que c'est plusieurs jours
de test? Ben, en fait, il faut voir avec le client, là, généralement, ou l'occupant là, qui va vivre ces problématiques-là, savoir est-ce que c'est plus au printemps, l'été, l'hiver, est-ce que c'est le jour, la nuit, le matin, le soir. Fait qu'on va essayer de cibler. Puis généralement, avant d'installer cette caméra-là, on va simplement faire un enregistrement audio, par exemple une semaine, pour voir s'il y a une récurrence. Fait que là, exemple, on va dire c'est toujours en fin de journée ou toujours le matin, donc ça peut fitter avec un refroidissement, mettons, solaire ou un gain solaire, bref. Fait qu'on est capable de cibler, puis après ça, avec la caméra acoustique, on est capable de vraiment mettre le timing à la bonne position pour bien enregistrer le comportement. Donc, il y a quand même un processus qui peut être assez laborieux, mais ça, c'est vraiment le fun à faire parce que là, on se creuse les méninges, on va vraiment penser à l'extérieur de la boîte là, pour trouver ces problématiques-là. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose que tu vas réussir à 75 du temps à trouver la problématique, à 100 du temps? En fait, on va trouver la problématique à 100 du temps. Maintenant, après ça, c'est comment qu'on le corrige. Oh. C'est toujours là qui est compliqué. Par exemple, si c'est un système qui est préassemblé en usine, on a des limitations. Si c'est un système qui est assemblé au chantier, un stick, on est capable de travailler un petit peu dessus. Maintenant, c'est quoi l'usage du local? Est-ce que c'est une chambre à coucher? Est-ce que c'est un hall d'entrée? Bref. Fait qu'il y a des complexités qui s'installent dans le but de faire la correction, puis c'est pas toujours facile, honnêtement, parce qu'une fois qu'il est construit, tu veux pas le déconstruire pour corriger, tu veux essayer de limiter l'intrusion, on va dire, dans le système pour le corriger. Fait que le diagnostic, c'est, on va dire, facile, entre parenthèses, mais quand on arrive à la correction, là, ça peut être du sport. Puis des fois, ça se corrigera jamais, malheureusement. Marc-Olivier, on est là, que ça c'est un petit problème, un gros problème. Je sens que tu as toujours comme une procédure que tu essaies d'utiliser pour faire avancer les choses, pour régler les problèmes. Explique-moi un peu comment que tu fais. C'est quoi tes grandes lignes, si on veut? J'ai des clients qui vont m'approcher avec un problème ultra spécifique pour un item dans le projet, tandis qu'il y en a d'autres qui vont m'approcher pour un problème qui va se répéter des centaines ou des milliers de fois. La façon que je procède, c'est la même chose. Je vais étudier ce qui est... Bon, ça dépend aussi du timing du projet. Là. On va assumer qu'il est en chantier, qu'on est dans une situation pas optimale. On va dire ça comme ça. Je vais essayer de comprendre c'est quoi l'avancement de chantier, c'est quoi les enjeux qui ont mené à cet avancement-là. Au niveau conceptuel, ce qui a été demandé, donc des plans d'architecture, dessin d'atelier. Puis là, je vais tout mixer ça, puis je vais essayer de me faire une tête. Puis une fois que ça, c'est fait, là, après ça, je vais faire un atelier de travail avec le client ou avec l'équipe du projet pour essayer de comprendre c'est quoi l'ampleur de la problématique puis comment on est capable de démystifier tout ça. Là. Mais que ce soit un projet, un item ultra spécifique ou quelque chose qui est répétitif ou quelque chose qui est généralisé, je fonctionne toujours de la même façon. Je n'arrive pas à sec sur un projet, c'est trop difficile. Là. Que ça soit un petit problème, un gros. Mais là, tu as dit le mot client, mais c'est qui ton client typique ou c'est qui tes clients typiques qui vont t'engager pour essayer un peu de récupérer? En fait, j'ai la chance d'avoir tous les types de clients, donc que ce soit des clients, des gestionnaires immobiliers, des promoteurs, des architectes, des vitreries, des sous-traitants spécialisés. Donc, je travaille avec toutes les sphères de la construction. La façon où ma méthode est similaire avec toutes ces personnes-là, quoique leur réalité est très différente entre les différents clients, puis je vais adapter mon approche un peu par rapport à la finalité, par exemple. Si ma recommandation ne soit pas la même pour un architecte que pour un vitrier, parce que le vitrier, lui, il faut qu'il exécute le travail. L'architecte, lui, il faut qu'il conçoit dans l'objectif que quelqu'un d'autre, lui, va reprendre la balle au bon, compléter avec des dessins d'atelier pour ensuite exécuter. Mais si le vitrier il me dit « Ouais, là, j'ai peut-être pas les connaissances techniques à l'interne avec mes ouvriers », bon, on ne va pas proposer ça. Là. On ne se tirera pas dans le pied non plus. Là. Fait que j'essaie d'orienter correctement là, mes recommandations. Et ce que j'entends surtout, c'est que peu importe l'intervenant ou le client que tu as, ça dépend de ce que ton projet est rendu. Il est en conception, il est parti en soumission, il est déjà envoyé, ou vous êtes au chantier puis les 3/4 est monté. Il y a complètement des recommandations différentes. Là. Oui, définitivement. Puis, on va revenir au bâtiment existant. Si c'est un système à la base, puis on vise à revitaliser un système qui est ultra spécifique, il y a un manufacturier, par exemple, au Canada qui a fait ça, puis que ça demande une main-d'œuvre qui est extrêmement pointue, bien là, on va faire attention parce que, ultimement, quand ça va finir dans les mains d'un entrepreneur, ça va demander des aptitudes techniques très développées, qui sont rares. Puis si c'est un projet public, par exemple, parce qu'ils vont vouloir avoir plusieurs soumissionnaires, ça risque d'être impossible. Fait que ça fait partie du processus décisionnel de simplifier le plus possible en utilisant les produits, on va dire, les plus génériques possibles, mais en allant chercher le maximum de performance aussi possible. Fait que, tu sais, ça a l'air simple, mais des fois, c'est quand même très complexe. Là.
Ah, ça, je suis vraiment certain parce que autant de détails différents qu'il peut y avoir, autant de produits qui viennent se mêler. On voyait justement ce midi là, juste un ancrage qui n'avait pas eu le bon fini de surface, mais qui est déjà installé dans la grandeur du mur et plus enlevable de là. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal à plusieurs niveaux. Oui, absolument. Puis surtout, mais on parle d'argent, mais il y a le délai, tout. Là. Les gens doivent livrer pour. Ensuite de ça, les gens vont vouloir rentrer dans leur condo, dans leur espace commercial. Oui. Ça fait mal. Mais il y a ça, mais les délais aussi de fabrication. Par exemple, si dans un contexte où, mettons, on veut revitaliser un mur rideau, on va dire c'est correct, on va faire un nouveau die, un nouveau moule. Mais as-tu la quantité? As-tu la disponibilité? C'est facile de dire ça, mais après ça, est-ce que ça s'applique? Est-ce que tu vas le répéter une fois pour 300 unités ou 300 000 unités? Il faut tout penser à ça. Ça fait beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y a pas de checklist ou de recette prédéterminée pour ça. C'est vraiment du cas par cas selon les différents projets. Mais moi, ça me stimule. J'aime ça, faire ça. Wow, c'est vraiment intéressant. Marc-Olivier, on est dans le futur. On voit l'avenir. Ça s'appelle Vers l'avenir comme podcast. Qu'est-ce que tu vois qui serait un avenir idéal dans la conception, dans la science du bâtiment puis des enveloppes? Qu'on arrête de démolir pour le plaisir de démolir. Idéalement, qu'on essaie de récupérer puis surtout qu'on revalorise les bâtiments existants. On a la chance d'avoir plusieurs styles qui ont été bâtis au Québec avec différents finis architecturaux ou techniques employés. C'est important. En Europe, l'industrie valorise énormément ce qui a été construit, puis on a tendance à croire que ce qui est important au niveau patrimoine, c'est juste ce qui est vieux, genre de 1900 et avant. Mais les bâtiments de 1950, là, ils vont frapper bientôt 100 ans. Là. Donc, c'est important de les valoriser. Mais ces enveloppes-là, en mur rideau, ils peuvent rester performantes. Il faut juste bien faire les travaux. Donc, pour répondre à ta question vers l'avenir, pour moi, c'est vraiment changer notre focus. Vraiment. J'aime ça. Ce que j'entends en conclusion, c'est vraiment un côté qu'il y a une compréhension en amont. Il faut vraiment comprendre le produit. Puis non plus, pas dire c'est tout plus bon. Il y a peut-être une possibilité encore d'amener le produit à un autre niveau si on l'étudie, si on regarde c'est quoi les pièces de remplacement qui existent. Fait que merci beaucoup, Marc-Olivier. C'était vraiment une belle compréhension d'un métier qui est très rare puis qui, en même temps, doit vraiment enlever une épine dans le pied aux gens qui sont un peu péris là-dedans. Ben, j'ose croire. J'ose croire que ça en tout cas, j'ai fait des beaux projets, là, fait que je peux confirmer que finalement, ça a des plus-values, là, mais c'est pas assez. On pourrait pousser encore plus la machine puis de vraiment aller chercher un autre niveau, mais c'est à l'industrie de changer, de se moderniser, de réaligner le tir. On s'en va là tranquillement, mais il y a encore des croûtes à manger. Là. Absolument. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci à vous autres de nous avoir écoutés dans notre podcast Vers l'avenir et on vous invite évidemment à nous suivre et à venir nous voir aux prochains épisodes.